Même dans la station spatiale, attention, révélation, j'avais demandé à installer un jeu sur mon iPad, et oui, mais c'est un jeu de basket, parce que moi je suis aussi grand fan de basket. Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler d'un Plaisir. événement un petit peu particulier. On est à une Game Jam sur l'espace. Comment vous vous êtes retrouvé mêlé à ça? Eh ben, c'est une bonne question. Ça remonte à quelques années, on va dire maintenant. L'idée, c'était au travers de la Fondation de l'espace, dont j'ai la chance et l'honneur d'être le président. On essaie de trouver, on peut en parler, plein d'idées pour vraiment partager le spatial avec toutes les couches de la société, essayer de penser aux applications qu'on connaît tous, télécommunications, etc., mais aussi à plein d'autres choses. Montrer aux gens que le spatial, c'est intéressant pour eux, montrer que ça touche tout le monde, que ça infuse dans la société, et aussi pas négliger ce volet qui serait celui peut-être ludique, peut-être du rêve, peut-être de la poésie, parce qu'on a la chance dans le spatial d'avoir aussi tout ça. On n'est pas juste une fonction utile, on l'est, mais on a tout ça en plus. Et puis, dans le cadre de la Fondation, on a lancé cette Space Game Jam, dont on est là pour en fait annoncer les résultats aujourd'hui. Alors, vous gardez ça secret encore, parce Évidemment. que ce sera tout à l'heure au moment où on se parle. Vous avez vu quelques projets peut-être. Il y a des choses qui vous ont impressionné, bluffé. Moi, ce qui m'a vraiment plutôt une tendance générale, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'ai joué comme tous les garçons de mon âge, je pense à des jeux vidéo, mais vraiment quand c'était dans l'espace, c'était toujours la guerre des étoiles. Et il n'y avait pas vraiment cette idée de faire quelque chose de beaucoup plus coopératif, de faire quelque chose qui est centré sur la Terre. C'était vraiment systématiquement l'espace, c'était la conquête de l'espace, la guerre des étoiles, les vaisseaux qui se tirent dessus, etc. Moi, ma génération, on a grandi avec ça, je suis super heureux de voir qu'aujourd'hui l'espace, c'est quelque chose de complètement différent, et tant mieux. Alors, on le rappelle, tous ceux qui sont en lice là pour cette Space Game Jam 99, ils ont eu 10 jours pour créer un jeu et ils étaient mentorés, on peut dire ça comme ça, Ouais. par des scientifiques et par des gens issus de l'industrie du jeu vidéo. Alors, est-ce que c'est une rencontre qui est naturelle? Mais je pense que c'est une rencontre qui est naturelle, oui, parce que déjà, ça parle de technologie, hein. Le jeu vidéo, c'est pas parce que c'est ludique que c'est pas technique, technologique. Moi, je suis hyper admiratif de la prouesse d'arriver à coder ça en si peu de temps. C'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile. C'est le boulot d'ingénieur informatique, hein. C'est pas juste de la rigolade, évidemment. Donc, on est un peu on se comprend, on est un peu entre gens techniques, entre ingénieurs. Et puis, encore une fois, c'est toujours vertueux la rencontre de la réalité, de la science réelle qui est faite par le CNES, qui est faite par d'autres, et puis de l'imaginaire. Qui parfois s'inspire du réel, qui parfois est en avance sur le réel. Toute l'histoire du spatial, c'est qu'il y a des choses qui ont été imaginées par, alors évidemment, si on commence à Jules Verne ou d'autres, et qui ensuite ont été réalisées, mais beaucoup plus tard, mais qui d'abord ont été pensées, ont été imaginées pour des applications plus ludiques, le roman, la BD, Hergé, Tintin, des choses comme ça, qu'ensuite, nous, on était capable de faire dans le réel. Donc je pense que ça marche dans les deux sens et que c'est hyper vertueux. Alors, vous disiez, quand vous étiez petit, vous regardiez les jeux vidéo, visiblement déjà la tête dans l'espace. Un petit peu, ouais. Alors, est-ce qu'il y en a un qui a influencé l'autre ou les deux se sont faits en parallèle? L'espace et les jeux vidéo, moi je pense que les jeux vidéo, je le dois plus à mon grand frère qui lui est ingénieur informaticien de formation. Il est devenu ensuite prof et maintenant il enseigne à l'université, toujours l'informatique d'ailleurs. Et c'est vraiment lui qui, moi j'étais le petit frère, c'est lui qui était sur l'ordinateur et moi j'ai suivi un petit peu dans tout ça, mais j'avais pas vraiment la fibre informatique. Par contre, moi j'avais plutôt le côté aéronautique et spatial. Donc j'ai envie de dire que moi vraiment mon domaine aéronautique spatial, mais influence familiale, on va dire, m'a traîné avec beaucoup de bonheur dans le monde du jeu vidéo. Ouais. Donc, il y avait des jeux préférés ou pas? Des Oh là souvenirs là, de jeux? c'était il y a longtemps, c'était il y a très longtemps, mais oui, moi je me rappelle des Warcraft, des trucs comme ça, des Starcraft, mais tout ça encore une fois, c'était beaucoup la guerre à l'époque, les C'est jeux vrai. vidéo malheureusement, et nous on avait que ça. Des simulateurs de vol en fait à l'époque, où sur mon ordinateur, je m'entraînais à piloter des avions avec les touches du clavier, la barre espace, donc c'était vraiment un peu la préhistoire des jeux vidéo. Il y a plein de trucs comme ça. Après, en grandissant, évidemment, plus j'ai grandi, moins j'ai joué aux jeux vidéo parce que moi j'avais le temps. Mais même dans la station spatiale, attention, révélation, ça m'est arrivé, j'avais demandé à installer un jeu sur mon iPad, et oui, mais c'est un jeu de basket, parce que moi je suis aussi grand fan de basket, et j'aurais demandé de m'installer un jeu un NBA 2K ou je sais pas quoi, le jeu de basket, avec lequel ça m'est arrivé de jouer, même pendant la préparation des IVA, des sorties extravéhiculaires, parfois.
On a 1 minute d'activité, pendant 3 minutes on attend, 1 minute d'activité, 3 minutes on attend, mais pendant 3 minutes, hop, je me fais un petit peu de basket. De NBA 2K. Et jusqu'à ce que le centre de contrôle, en fait, avait la caméra qui voyait mon écran et les mecs ont dit Thomas, on voit ton écran. Et je disais ah bon, pardon, désolé. Mais voilà, j'ai fait ça dans la station spatiale. Donc on a un petit peu de temps pour jouer quand même. Pendant ces 3 minutes-là. Ces 3 minutes c'est court pour faire un match. Ouais, c'est court pour faire un match, il faut faire un peu rapide. Vous êtes président de la Fondation de l'espace. Oui. Vous parlez souvent de transmission, d'aider tous ceux qui arrivent derrière. Est-ce que c'est le meilleur rôle, la meilleure place pour le faire, et notamment sur des événements comme ça? Oui, je pense que c'est la meilleure place. Après, le meilleur rôle, la meilleure place, c'est d'être, je pense, dans l'espace, comme le fait Sophie Adno en ce moment, comme moi, j'ai eu la chance de le refaire et de le faire avant, et je vais avoir la chance de le refaire dans pas si longtemps que ça, si tout va bien. Ça, c'est le meilleur rôle, on va dire le 2, parce que c'est de là-haut que le message il est le plus audible, c'est de là-haut qu'on peut faire rêver les gens le plus. Après, le deuxième meilleur rôle, c'est effectivement ce côté ambassadeur en revenant. On envoie beaucoup de choses dans l'espace, des satellites qui sont extrêmement utiles, mais qui n'ont pas la chance de revenir sur Terre. Nous, on a la chance de revenir sur Terre, donc on a aussi un peu cette responsabilité de raconter l'espace et de raconter à quel point c'est important, à quel point il y a plein de choses qui s'y jouent, à quel point c'est un secteur hyper démocratique, on a envie de dire, ce qui concerne tout le monde, vraiment tout le monde. Et c'est ça qu'on essaie de porter aussi au sein de la Fondation de l'Espace, comme on le disait tout à l'heure, avec des applications qui ne sont pas toujours celles qui sont strictement techniques, dont on a l'habitude, mais d'aller chercher un petit peu plus loin sur le récit, la narration, le cinéma, sur la protection de l'environnement, sur aussi tout le côté science et éducation, parce qu'on pense qu'on a beaucoup de choses à transmettre avec cet outil magnifique qui est le secteur spatial et l'espace. Ça veut dire quoi, que vous allez faire un peu de conseils quand vous voyez des choses qui ne sont pas bonnes? Non. Vous leur dites ou pas? Non, ça veut dire qu'on va essayer de porter des projets en fait, et d'essayer d'appeler les gens à nous aider pour qu'on puisse porter le plus grand nombre de projets possible dans ces thèmes que je viens d'énumérer. Si on pouvait, par exemple, intéresser grâce à l'éducation beaucoup de gens, enfin les attirer vers les carrières spatiales, vers les carrières scientifiques et techniques en les faisant rêver avec une Space Game Jam, par exemple, ça c'est absolument fantastique et c'est l'ADN de la Fondation. On veut porter ces projets-là qui vont se servir de l'espace pour amener les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus simple? On sait que les plus jeunes, notamment, sont extrêmement sollicités par... On parle des jeux vidéo, évidemment, parce que c'est notre sujet, mais les services de streaming, la musique. Est-ce que c'est facile Ils sont toujours sensibles à ces questions et d'espace et d'environnement? Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, c'est une génération sursollicitée, mais quelque part, on est tous devenus avec eux aussi, parce qu'on est tous sur notre téléphone beaucoup trop longtemps. On regarde tous des services de streaming, sans doute plus que ce qu'on devrait. Donc, ce changement, ils ne sont pas les seuls à le vivre. Nous aussi, on l'a vécu. Après, eux sont nés avec. Donc, est-ce que ça fait une différence? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que le spatial, ce qui vraiment, je pense, plaît aux gens, fait rêver les gens, c'est que c'est un secteur qui nous dépasse et qui nous dépassera toujours. Les échelles de temps, les échelles de distance géographique sont absolument incroyables. On se sent tout petit et je pense qu'on a un peu besoin de ça. Aujourd'hui, on a mis le monde entier dans notre poche avec justement les jeux vidéo, les smartphones, l'Internet qu'on a toujours en totalité dans sa poche. On peut voyager au bout du monde quand même assez facilement. Donc on a tout rétréci, on a tout ramené à une distance, à une mesure qui est la mesure individuelle humaine. Ça, c'est sans doute très bien, mais on a besoin de quelque chose qui nous dépasse. On a besoin de quelque chose qui nous fait rêver, quelque chose qui soit plus grand que nous, quelque chose qui nous emmène. Et je pense peut-être qu'il en reste un petit peu moins. Et en tout cas, l'espace a la chance d'être un de ces thèmes-là. De faire toujours rêver? Faire toujours rêver, complètement. Ouais. Alors, vous n'avez plus qu'à faire votre propre jeu vidéo, alors, à la Fondation? Mais j'en suis incapable, moi, personnellement. Mais pas du tout. Je demandais à mon frère, lui saurait le faire. Mais non, moi, je suis admiratif du talent des gens qui savent le faire. Mais c'est ça aussi l'idée, c'est d'aller chercher le talent là où il est. Mais avec ce premier voyage dans l'univers du jeu vidéo, on en a fait un avec le festival Cinema for Space dans l'univers du cinéma. On va continuer de faire ça. C'est la vocation de la Fondation. On espère que ça va attirer de plus en plus de gens. On dit souvent que les astronautes et les joueurs ont des points communs parce que tout ce qui est la nécessité du contrôle, du calme, gérer les flux d'informations. Ouais. Alors, est-ce que tous les excellents joueurs peuvent faire de bons astronautes les astronautes de très bons joueurs? J'ai cru que vous alliez dire ils sont tous mauvais perdants, mais ça c'est vous qui le dites. C'est possible, ouais. C'est possible. Je sais pas. Je pense qu'il y a aujourd'hui, on est à l'époque de l'e-sport. Ça n'existait pas quand moi j'étais plus jeune. C'était pas considéré comme un domaine à part entière. C'était vraiment du divertissement. Et là aujourd'hui, on voit bien que y a des talents qui se développent avec des capacités
qui sont évidemment peut-être un peu supérieurs à la moyenne pour arriver à performer de manière supérieure à la moyenne. Et donc je pense que les gens qui ont ces capacités-là et ces talents un peu supérieurs à la moyenne, je sais pas, je pense au temps de réaction, mémoire, utilisation de l'information, hiérarchisation de plein de choses qui se passent en même temps. Ça, on peut le retrouver côté astronaute. Après, je pense que nous, on a le côté peut-être plutôt physique, sport, courir sur le tapis, athlètes etc. Aussi, ouais. Sacrés athlètes, je sais pas, mais du moins, on nous demande de faire ça sur l'e-sport. C'est éreintant, mais je pense pas qu'ils le font en courant sur un tapis roulant. Pas encore, mais ça viendra, une version future. Profitez-en, il y a l'e-sport World Cup qui démarre à Paris, il faut aller leur suggérer le côté tapis roulant. Le côté tapis roulant. Je sais pas si on va être d'accord. Qui pourrait être des excellents ambassadeurs à la fois de l'espace, hors justement des astronautes? Je pense qu'il y en a des milliers des ambassadeurs de l'espace. Les astronautes, c'est un peu la partie la plus visible, évidemment, parce qu'encore une fois, on a la chance d'être en haut de la fusée. Mais on est accompagné de plein de gens. Et d'ailleurs, on en voit de plus en plus. Il y a des gens qui sont médecins avec les astronautes, ingénieurs au CNES sur les vols habités, scientifiques sur les missions d'exploration. Moi, j'aime bien que tous ces gens-là viennent raconter leur histoire aussi, parce que ça change de la mienne. C'est une autre version un peu de la même grande histoire du spatial. Et puis c'est une autre manière de vivre les choses. Quand Sylvestre Maurice vient nous parler de comment on pilote un rover sur Mars à distance depuis son bureau, de toute la somme de travail que ça représentait, de ce qu'ils arrivent à faire, moi je trouve ça absolument fantastique. Et il faut que beaucoup de scientifiques se s'emparent de ce récit-là. Il faut qu'on les écoute aussi, parce que moi c'est vrai qu'on me tend peut-être le micro plus facilement qu'un scientifique. Il faut aussi que tout le monde ait sa petite voix là-dedans. Alors vous parlez des rovers, de plus en plus ils essayent de les piloter avec une manette de jeu vidéo. Ouais. Ça vous dirait? Ah oui, c'est sympa. Après, le souci, c'est, on parlait des distances tout à l'heure, quand c'est des 40 millions de kilomètres, 400 millions de kilomètres, évidemment, on a des problèmes de délai, de signal, on n'est plus en temps réel, et c'est pour ça aussi que tout ça est quand même très compliqué. Mais je pense qu'on s'en rapproche. Moi, j'ai eu la chance, pendant ma première mission, je sais plus, à tester en fait un système de retour de force pour piloter justement des rovers. Le scénario, c'est nous, on est dans une station autour d'un corps spatial, d'un corps céleste, quel qu'il soit, et puis dessus il y a un rover, et nous on le pilote à distance avec des systèmes de feedback haptique et des choses comme ça, et c'est des vrais scénarios qui sont utilisés aujourd'hui pour la suite de la conquête spatiale, qui s'inspire quand même énormément du monde du jeu vidéo. Ça, comme quoi il y a des vraies passerelles. Vous allez repartir pour une 3e mission l'année prochaine. Oui. Alors, plus la tête dans les étoiles définitivement que les pieds sur terre. On va être obligé, ouais, ça va partir, je pense, jusqu'à la rentrée, là c'est l'été, donc les choses vont se mettre en place tranquillement, mais par contre, le 1er septembre au plus tard, ce sera la rentrée des classes des astronautes, et ça va m'emmener quand même assez rapidement jusqu'au décollage de cette future mission, qui pour l'instant est prévue juillet 2027. Alors évidemment, ça peut changer les dates dans le spatial, mais c'est une année qui va aller très très vite, qui va être intense. Et puis qui va être passionnante pour moi, j'espère pour beaucoup de gens qui vont suivre la mission aussi. Et alors on emmène quoi comme objet tech? Juste comme son objet iPad tech. avec NBA 2K le prochain? Alors, il faut faire super attention, parce qu'en fait, on a des sujets de batterie, évidemment. Qui dit objet tech dit batterie, et qui dit batterie dit parfois risque de feu, emballement thermique, etc. Alors c'est assez bien contrôlé dans les appareils de la vie de tous les jours, mais nous évidemment dans le spatial on veut du 10-6, du 10-7, du 10-9 de fiabilité, donc parfois on prend des précautions en plus sur les batteries, mais je sais que le dernier équipage, celui de Sophie Adno qui est là-haut en ce moment, ils sont partis un peu la dernière minute avec les derniers smartphones du moment, parce que le président de la NASA, directeur de la NASA, a dit non, mais moi j'en ai marre qu'on ait des vieilles caméras qui résistent aux rayonnements spatiaux, mais qui datent des années 80-90. Donnez-leur le dernier iPhone. Donc ils sont partis avec pour faire les petites vidéos et les choses comme ça. C'est grâce à ça, qui est quelque chose qui n'existait pas à mon époque. Voilà, à mon époque. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Il faut demander le prochain iPhone, c'est l'iPhone des 20 ans, il sera peut-être pliable. Vous l'aurez peut-être là ou comme ça. Je sais pas, on verra ce qu'on aura, mais on espère qu'on pourra servir de la technologie pour partager cette mission. On n'en est pas à avoir un hologramme de moi dans le salon des gens, ou inversement un hologramme des gens dans la station spatiale, mais peut-être que le futur c'est ça. Peut-être c'est ça. Mais merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. Et puis bonne mission. Merci.